Je suis le docteur Dahan, je suis rhumatologue, je travaille à Strasbourg et puis j'ai deux activités, une activité de consultation dédiée aux pathologies musculo-squelettiques au sens large et puis un centre qui s'oriente vers une médecine intégrative avec pour seul objectif le soin du patient, un soin personnalisé, personnalisable pour permettre au patient de trouver sa voie et de le guider dans ses pathologies musculo-squelettiques, source de douleur et de handicap. On va discuter du métier de rhumatologue. Étienne, merci beaucoup d'être là. Merci Guillaume, merci pour l'invitation. Franchement, c'est super. Les sujets ont l'air hyper intéressants, donc voilà, hâte d'en débattre. Eh ben, écoute, merci en tout cas de participer à ce premier format, interview, un peu vlog. Ouais. Tu vas nous parler de ton métier, qui est rhumatologue, un métier qui est un petit peu méconnu souvent, même de la part d'autres professionnels de santé. Ouais. Et j'avais hâte qu'on puisse échanger sur ton métier, ton quotidien, tes missions et puis la façon dont tu perçois aussi tes patients, ton rôle, etc. Ouais, merci, parce que c'est vrai que déjà le mot rhumatologie, c'est difficile pour le grand public, mais même pour nos confrères et consoeurs, c'est compliqué. Donc le rhumatologue, en tout cas en France, est à la croisée de nombreux chemins. Il fait de la douleur, il fait de l'appareil locomoteur, il fait de la rééducation, il fait du sportif, il fait de la pathologie osseuse, de fragilité osseuse, il fait de la réhabilitation. Donc, il est entre l'orthopédiste, le rééducateur, il est avec celui qui fait de la douleur, avec ceux qui font de l'os au sens large. Et puis il est aussi dans les maladies inflammatoires. Donc il travaille de concert avec l'interniste, avec le gastro-entérologue, le néphrologue, le dermatologue. Donc vraiment en fait le rhumatologue il est quasiment au centre de tous les cercles. Alors ça peut créer des discordes parce qu'on a l'impression de piocher dans des territoires des autres, mais ça crée finalement aussi un service rendu pour le patient puisqu'il a un rôle de synthèse et puis un rôle d'aiguillage. Donc il arrive à synthétiser toutes les infos de tout le monde et il arrive à renvoyer vers la bonne personne. Donc le rhumatologue, c'est peut-être la spécialité qu'il faut faire. En tout cas, c'est une vraie et belle spécialité, quoi. Alors justement, du fait que ça soit un petit peu méconnu, je t'ai proposé un petit jeu, info ou intox, sur la rhumatologie. Ça nous donnera l'occasion d'échanger, d'avoir ton opinion et certainement aussi des faits autour des pathologies rhumatologiques. Allez, avec plaisir, commençons. Alors, c'est parti. Alors, la première chose qu'on entend souvent, c'est le rhumatologue, 90% de son temps, il pique des articulations. Oui. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Alors, on a le droit au vrai-faux. C'est pas une réponse de Suisse, mais disons que c'est vrai il y a longtemps et c'est plus vrai pour les rhumatologues 2.0. Les nouvelles générations sont plus du tout comme ça. Avant, le rhumatologue, c'était adressage pour infiltration. Point. Et maintenant, le rhumatologue a une vision beaucoup plus générale et dans laquelle la part de l'activité physique, la part de la reprise du sport et puis la charge mentale, le travail sur l'environnement patient, que ce soit son alimentation, son sommeil, etc. Vraiment, le rhumatologue a acquis cette dimension un peu plus holistique. Et donc finalement, non, on ne pique que quand c'est nécessaire. Et les moyens de stratégie de piqûre, d'infiltration ont quand même changé. On a un arsenal qui s'est élargi. Et puis, fort heureusement aussi, la science a évolué. Donc, on a beaucoup de données différentes sur les méfaits d'une infiltration, les bienfaits d'une infiltration. Donc, maintenant, la balance bénéfice-risque est beaucoup plus posée. L'échographie, qui nous permet d'avoir des diagnostics plus précis, de dire oui, de dire non. Donc, les bonnes indications, les mauvaises indications, les fausses bonnes indications. Donc on est en train de décortiquer tout ça et finalement le rhumatologue il fait ce que fait le cardio, ce que fait le dermato, ce que fait le gastro, il pèse le pour et le contre et il n'infiltre que quand c'est besoin. Donc une part diagnostique finalement extrêmement prépondérante dans ton temps de consultation avec les patients. 90% du job du rhumato c'est plutôt une enquête, c'est plutôt l'interrogatoire, quasiment tout se fait à l'interrogatoire et puis après la clinique qui vient corroborer ou infirmer ce que l'interrogatoire suggère. On ouvre des cases avec des bonnes questions, même des questions plus ouvertes, sur une médecine plus narrative où le patient et le médecin échangent avec leurs mots. Et puis, on vient compléter avec une clinique. Alors, c'est un examen extrêmement riche, l'appareil locomoteur, mais les deux ne vont pas l'un sans l'autre. Et à partir de là, synthèse et choix stratégique. Donc, une médecine qui devient beaucoup plus personnalisée, beaucoup plus personnalisable aussi. Et finalement, on se retrouve dans à peine un quart du temps, peut-être même un cinquième, à devoir réaliser une infiltration.
Et donc des choix stratégiques qui impliquent d'autres professionnels, qui sont multidisciplinaires. C'est ça. Ou vers lesquels tu vas aussi, toi, traiter les patients à travers, par exemple, des prescriptions d'appareillage, de soins kinés ou... Exactement. En fait, ce qui est plutôt chouette avec la jeune génération de rhumatologues et même les anciens qui s'y mettent, hein, bien entendu, c'est le transfrontalier. On a cassé l'idée du médecine et paraclinique. On est devenus des thérapeutes, tous ensemble, qui œuvrent dans le même sens, tout le monde dans le même bateau, avec pour ligne de mire le soin du patient. Donc on fait appel, hein, combien de fois on a discuté de dossiers ensemble, on fait appel à vous, comme vous pouvez faire appel à nous, et finalement il n'y a pas de hiérarchie, et il n'y a pas de tour d'ivoire du médecin. Tout le monde est là pour apporter sa pierre à l'édifice. Et je me rappelle de plusieurs cas où tu m'as sorti de l'impasse, où on a le yoga qui nous a sorti de l'impasse, on a le professionnel de massothérapie qui nous a sorti d'une impasse, et puis c'est comme ça. Donc il faut arrêter d'avoir une sorte d'hégémonie, et il faut arrêter aussi d'avoir une médecine purement médicamenteuse ou purement chimique. Parfois, et c'est même le cas, c'est l'alliance en fait. Hein. Et moi je crois beaucoup aux stratégies multimodales. Ça veut dire que c'est plusieurs techniques d'horizons différents, de cultures différentes, hein, de pays différents qui font que ça marche. Passons à la deuxième question. Vrai ou faux? Ouais. L'arthrose et l'ostéoporose sont des maladies de vieux. Ouais, pas mal, hein, facile, d'accord. Punchline presque, hein, pour le rhumato. La réponse est évidemment non, d'accord. Alors, il faut s'entendre. D'abord, définition de l'arthrose extrêmement complexe, hein, et la définition de l'ostéoporose plus consensuelle. Mais l'arthrose, c'est le vieillissement d'une articulation, ok. Mais le vieillissement non douloureux. Et en fait, on vieillit tous. À la fin de la puberté, à la fin de la croissance, vers 20 ans, on commence déjà techniquement à faire de l'arthrose, à vieillir sur le plan articulaire, sur le plan musculaire, les rides, les cheveux, les yeux, les artères. Bon, personne s'étonne d'avoir l'âge de ces artères, personne s'étonne qu'à 50 ans, on doit mettre des lunettes pour voir de près. Mais l'arthrose, elle ne doit pas faire mal. Or, elle peut devenir symptomatique. Donc, c'est pas une maladie de jeune ou de vieux, c'est une maladie qui devient symptomatique. Et ça, c'est pas normal. Alors, il n'y a rien d'anormal d'avoir de l'arthrose, entre guillemets, à 20 ans. D'accord? Il y a une usure. Quelqu'un qui fait 4 entorses de cheville, l'articulation, elle ne peut pas être saine derrière. Quelqu'un qui a un traumatisme au genou suite à un accident de ski, comme par exemple un croisé qui est fréquent, mais le croisé, il s'attache dans l'articulation, il y a des dégâts, donc il y a de l'arthrose. Mais si elle n'est pas symptomatique, elle n'est pas symptomatique. Et le sujet est jeune, il a 20 ans, il fait un accident de ski, rupture du croisé, il va avoir de l'arthrose. Mais tant qu'elle n'est pas symptomatique, elle n'est pas symptomatique. Donc, jeune ou vieux, non. Arthrose, symptomatique ou pas symptomatique. Voilà. Et il n'y a pas d'âge. Et ce n'est pas une maladie de vieux, mais ce n'est pas une maladie de jeune. C'est une maladie de dégradation anormale du cartilage qui devient symptomatique. Quels sont les facteurs qui la rendent symptomatique? Alors, c'est assez difficile comme ça, assez hétérogène, mais le traumatisme en un, d'accord? C'est sûr que si tu passes sous un camion, les dégâts derrière pour la rééducation, bah, tu vas avoir mal aux articulations. Et puis, la deuxième chose, c'est notre mode de vie, notre habitus, qui est malheureusement, dans notre monde moderne, sédentarité et répétition des tâches. Donc, usure au sens large, traumatisme. Et puis après, on a d'autres choses, hein. On a tout le stress oxydatif, tout le stress intérieur. Tout ce qui va être biochimique et qui va être malheureusement dans quelque chose de déséquilibré. Une grosse infection, un déséquilibre acido-basique, un déséquilibre glycémique, par exemple, hein, où on a des phénomènes comme de glycation, c'est-à-dire où les tendons et les articulations se caramélisent. Hein, et le caramel mou, ça bouge, le caramel dur, ça fait mal, parce que tu ne peux plus lever. Après, on a tous les pathologies du sportif au sens large, celui de l'extrême. Donc nous, commun des mortels, on ne l'a pas tous, mais ceux qui vont dans le trail, l'ultra-trail, l'ultra quelque chose, forcément, au bout d'un moment, ils abîment. Donc le traumatisme, le mode de vie sédentaire et tâches répétitives, tout ce qui appartient à l'intérieur de l'organisme, tous les déséquilibres. Et puis le dernier, c'est la petite partie très contenue du monde de l'ultra sportif. Voilà déjà. Qui abîme et surtout qui ne prennent pas le temps de réparer. Bah,
Si tu abîmes et que tu enchaînes et qu'il n'y a pas la récup, c'est un déséquilibre. La vie, elle est comme ça. Pour qu'une plante pousse, il faut qu'il fasse beau et qu'il pleuve. Donc, point barre. Donc, vraiment, ces facteurs, ils sont là. Ce sont des facteurs connus qu'on dit extrinsèques, qui sont les 3 que je t'ai donnés, et puis intrinsèques, qui sont tous les déséquilibres au sens large. Et puis, il y a des familles aussi. Il y a la génétique, non Alors, la génétique, c'est intéressant, mais ce n'est pas source de douleur, ou c'est pas source de symptômes, c'est source d'accélération d'un processus. Donc on a des familles avec du cholestérol, par exemple, on a des familles à risque de cancer, et on a ces familles d'héritage, pro-arthrose. Malheureusement, c'est doublé de la sédentarité et de l'obésité. Donc, on a dans le tissu des graisseux une sécrétion de cytokines, donc molécules inflammatoires qu'on appelle adipokines, adipo pour le tissu graisseux et kine pour les molécules. Et les adipokines, elles vont donner des douleurs et particulièrement des mains. Donc, on a un héritage, on hérite de la taille de ses parents, entre guillemets, on a un patrimoine osseux, on a un patrimoine de taille, de couleur de yeux, couleur de peau, on a un héritage articulaire. On est plus ou moins souple dans la famille. On entend souvent, mais moi j'ai les genoux de mon père, j'ai les mains de ma mère. J'ai la lutte valgus de ma tante. J'ai hérité de la lutte valgus de ma tante. C'est sain, Et l'inverse. J'ai une excellente génétique de mes parents. On a des lignées de sportifs. C'est pas pour rien non plus. On a des lignées de musiciens, on a des lignées de sportifs. Et on a, ce que tu dis, la lutte valgus de la tante et la douleur d'épaule de mon père. Intéressant, On a un héritage, on a un patrimoine génétique, et dessus on grève de l'épigénétique, donc de l'environnement, quoi. Magnifique. Magnifique. Rhumato, quoi. C'est ça. Et l'ostéoporose, alors, tu m'as dit que c'était beaucoup plus consensuel. Beaucoup plus consensuel, parce que l'ostéoporose est définie, selon l'OMS, par la densitométrie. Donc on a des chiffres. Grosso modo, tu as les chiffres, tu n'as pas les chiffres. Donc ça, c'est noir-blanc, c'est très dichotomique. Et on a des courbes. Et chez l'enfant, ça peut arriver, c'est toujours suite à une maladie. Une maladie très particulière, qu'elle soit génétique ou qu'elle soit rénale. Grosso modo, c'est ça qui abîme. Pour l'âge adulte, c'est soit environnemental, et là en fer de lance, c'est l'alcool. Et puis après, on a d'autres petites pathologies ou des pathologies qui peuvent abîmer. Et puis après, on a une grosse partie où c'est la ménopause qui vient casser le cycle de l'os parce qu'il y a moins d'œstrogènes qui protègent l'os. Et pour les hommes, c'est plus le vieillissement, les cancers, les traitements des cancers, notamment de prostate. Donc en fait, je dirais l'ostéoporose de l'adolescent, de l'enfant, l'ostéoporose du sujet jeune, ça c'est toujours une cause secondaire. Il faut toujours faire plein de recherches, avoir une enquête extrêmement policière, une étiologie, il faut trouver une cause. Et puis passer la barre des 50 ans, il y a 2 branches, la ménopause et la branche environnementale, toxique osseux, alcool, tabac. Super, d'accord. Donc c'est pas une maladie de vieux ou de jeunes, c'est une maladie de jeunes à cause d'une pathologie bien identifiée, et c'est une maladie de vieux en raison de la ménopause qui est une différence homme-femme immuable, on va dire, et à cause de l'environnement, tabac, alcool, sédentarité, si on voulait être très large. Tu vas confirmer ou pas, on ne voit quasiment plus de patients polyarthrite rhumatoïde. Ouais. Alors tu vois, instinctivement, j'aurais répondu oui. Et en y réfléchissant, je vais te répondre quand même non. D'accord. D'abord parce que EBM, la littérature, est plutôt en faveur du non. D'accord. Et que quand tu réfléchis, tu vas comprendre qu'en fait c'est non. Pourquoi ? Pour 2 choses. La première, c'est le fait que tous les médecins soient sensibilisés. Donc si par exemple, avant dans une population, un bassin de population de 100 personnes, tu n'avais que 3 médecins qui étaient capables de diagnostiquer, ces 3 médecins voyaient beaucoup. Si sur les 3 médecins maintenant, ils sont 50 à pouvoir diagnostiquer, chacun des médecins n'en voit plus qu'un. Donc finalement, il dit, c'est plutôt rare. L'autre chose, c'est qu'il y a une incidence qui est quasi immuable. Admettons, pour faire simple, que pour tous les 100 personnes, il y ait 10 cas. Avant, ces 10 cas-là n'étaient pas détectés. Donc 200 personnes, 20 cas, etc. Maintenant, les détections, elles sont tellement fortes que les 10 cas, ils sont tout de suite dépistés. Donc, le pool de patients étant vite diagnostiqué et par tout le monde, le thérapeute, lui, il en voit peu par an et il en voit plus beaucoup à diagnostiquer. Donc, il se dit, mais attends, j'en vois plus.
normal, ils sont tous pris et par tout le monde. Et surtout traités très tôt. Et traités très tôt. Donc, ça nous amène en fait à dire aussi qu'on ne voit plus, et ça c'est vrai pour le coup, de pathologies sévères. Parce que la maladie, elle n'a pas le temps. Les manifestations extra-rhumatologiques, t'en vois plus. D'accord ? Et les déformations, destructions, les coups de vent horribles qu'on voyait. Tu n'en vois plus. Parce que, grosso modo, on tue la poule dans l'œuf. On parle même de concept de pré-PR. Ça veut dire qu'on est en train de dire, ce patient-là ou cette patiente, dans 5 ans, elle va faire une polyarthrite. Nous, on l'attrape avant et elle ne développera pas. Quels sont les examens qu'on met en œuvre pour prédiagnostiquer Alors, c'est de la médecine de prédiction. Ouais. Donc, on est sur de l'algorithme. L'algorithme, il est pour l'instant encore un peu balbutiant. On a la génétique, quelques facteurs génétiques comme le HLA-DR51, par exemple, qui sont des facteurs favorisants, plus connus dans la spondylarthrite avec le B27. Oui. D'accord ? On a l'immunologie, donc les anticorps, facteurs rhumatoïdes et anticorps anti-CCP, qui sont les deux grandes familles d'anticorps qui nous servent à dire attention, ça va être une polyarthrite rhumatoïde. Très belles études sur les corps de vétérans de la guerre aux États-Unis, dans lesquels on a la prise de sang à l'entrée du service militaire à 20 ans et la prise de sang de sortie quand ils sont vétérans, et on regarde le nombre de gens qui avaient les facteurs rhumatoïdes et les anticorps anti-CCP positifs et qui sont devenus malades. Ouais. Et certains ne le sont pas. Ouais. Donc ça posera question. Après, on a la biologie. On peut avoir un syndrome inflammatoire, oui, non. Et puis on a la clinique, douleur articulaire, avec des sites usuels, les mains, les pieds. Donc quand tu mixes tout ça, tu te retrouves avec un risque qu'on retrouve dans l'ostéoporose, risque fracturaire, risque de développer, et un jour probablement qu'on te fera passer un checking en disant vous avez 27% de faire un diabète dans 6 ans, 17% de faire une prostatite dans 2 ans, etc. etc. On te donnera des chiffres comme ça, et donc on est capable de dire aïe aïe aïe, cette personne, elle va dériver vers, ça vaut le coup, balance bénéfice-risque, ça vaut le coup de lui donner un traitement. Tu y crois ça, que les avancées des examens biologiques cumulées avec l'IA, qui va être très très forte sur le pool statistique, va nous permettre de nous dire, à partir d'une prise de sang à 15 ans ou 16 ans, on sera capable de prédire tout un tas de maladies et de les traiter en avance ? Moi j'y crois. Ouais. Et moi je trouve ça même presque beau. Ouais. C'est dangereux bien sûr, parce que comment tu vas réagir si on t'annonce que dans 9 ans tu as un cancer probable ? Est-ce qu'il faudra enlever l'organe sain dans l'hypothèse qu'à 70% ils deviennent malades, alors que dans les 30% non ? Voilà, ça sera des vraies réflexions éthiques. Mais alors ça sera peut-être pas qu'une prise de sang, ça sera peut-être une combinaison d'un énorme questionnaire, d'examens complémentaires X ou Y, mais why not, hein ? Où l'IA nous connaîtra tellement bien. Mais ceci dit, c'est pas si mal. Tu vois, ceci dit, on dit bien maintenant, faites des mammographies pour éviter. On donne des coloscopies à certains pour éviter. On dit bien, arrêtez de fumer pour. Donc, tu vois, la prévention, c'est déjà un stade un peu avancé. La prédiction, c'est avant. C'est détourner le cours d'une maladie qui n'est pas encore, là, quoi. Ouais, alors que la prévention, c'est diminuer les complications. Tu vois, c'est un peu réducteur ce que je dis, mais la prédiction, moi j'aime bien l'idée, mais est-ce qu'on ira vers un monde normé, ultra... Et qu'est-ce qu'on en fera aussi ? Qu'est-ce qu'on en fera ? Est-ce que c'est bien de vivre toute notre vie en bonne santé et de mourir en bonne santé ? Je ne sais pas. Est-ce qu'on arrivera à acheter des maisons si on n'est pas dans... Et posera la question, ce que j'allais dire, posera la question des assurances. Ouais. Et posera, qu'on voit en Chine, le bon citoyen, le mauvais citoyen, peut-être le bon malade, le mauvais malade, et une génétique aléatoire, et posera la question de l'accès à ces algorithmes. Est-ce que tout le monde, financièrement, pourra se payer ça ? Tu vois, c'est des vraies questions éthiques, c'est des vraies questions sociétales, mais pourquoi pas, quoi ? J'ai un film que je trouve fascinant qui s'appelle Bienvenue à Gattaca. Le jour où je suis né, alors que je n'étais âgé que de quelques secondes, le moment exact et la cause de ma mort étaient déjà connus. Tu l'as vu ? Ouais, voilà. Où on donne l'accès à certains métiers comme astronaute seulement à certaines personnes qui ont les bons gènes pour... Bien sûr. Ceci dit, c'est déjà le cas. Tu peux pas être pilote de chasse si t'as pas 10/10 aux yeux, tu vois ? Oui. Tu peux pas être danseur étoile si la fermeture du cotyle est trop forte, parce que de toute façon, tu n'y arriveras pas. Parce que génétiquement et sur le plan structurel,
ta hanche, elle fera pas les grands écarts suffisants pour être danseur étoile. Oui, mais tu donnes la chance et il y a une sélection entre guillemets naturelle parce que tu ne fermes pas la porte tout de suite. Maintenant, ils le font. Ah ouais? Tu vois, les petits rats de l'opéra, ils passent des radios. On calcule des angles. Et on leur dit pas, faites 15 ans de danse classique pour devenir parce que vous ne pourrez pas. D'accord. Donc c'est plutôt pas mal, en fait, de pouvoir dire aux gens, désolé, à moins de vous casser le cotyle, de vous ouvrir un angle, voilà. Mais en Chine, par exemple, pour pouvoir faire des saltos plus rapides, on cassait les épineuses des enfants. Ouais. D'accord. Donc, ou les contorsionnistes. Tu vois, il y a des dérives dans les deux sens, mais la médecine prédictive a peut-être du bon. Je dis pas, hein, ça frôle presque l'eugénisme si on était vraiment poussé le concept, hein. Mais ça a peut-être du bon. Ça peut être du bon dans le dépistage aussi, hein. Si on le fait intelligemment, en tout cas. Ouais. Prochaine question, vrai ou faux? On voit de plus en plus de syndrome des lèvres dans l'os et de fibromyalgie. Ouais, là pour le coup je te rejoins. Vraiment, moi je le constate tous les jours. On a une vraie explosion de ces pathologies musculo-squelettiques, compliquées. Parce que nouvelles. Hein, oui, mais alors justement, pourquoi? Parce que la pathologie en elle-même est nouvelle, qu'on n'avait pas détectée, qu'on n'avait pas eu l'idée de, ou... Ouais, alors je dirais plusieurs choses. D'abord, effectivement, toute pathologie nécessite de trouver sa nomenclature, de trouver son démembrement. Et quand c'est nouveau, on patine un peu. Mais ceci dit, c'est pas si nouveau que ça. On a toujours eu, même si ça a été mal aiguillé, peut-être que les fibromyalgiques ont été taxés d'hystériques et ont fini dans les hôpitaux psychiatriques il y a 50 ans. Je rappelle que quand même la tuberculose, avant qu'on comprenne que c'était une pathologie infectieuse, c'était le mal romantique et c'était bien vu d'être palo et de tousser un peu. Hein. Donc les sanatoriums et puis l'évolution et puis tout ça. Donc il y a quand même, on voit bien, hein, on a des neurolupus qui ont fini en psychiatrie jusqu'à ce qu'on comprenne qu'il y avait un lupus avec atteinte neurologique et qu'on mette les traitements. Donc peut-être que la façon dont on cloisonne cette maladie, où on la comprend et puis qu'on va la décortiquer, peut-être qu'on trouvera des formes, des phénotypes et qu'on saura mieux traiter. Mais je te rejoins, c'est plus fréquent pour plusieurs choses, je pense. D'abord, les douleurs chroniques, c'est quand même très environnemental. On a une charge mentale plus importante, ça c'est net et précis. On est moins fort, on a une sédentarité plus forte, on a un confort plus fort, et donc on est sous pression physique et psychique qui fait que ça peut quand même vaciller. Et puis l'autre chose, on est soumis à des stress chimiques qu'on n'avait pas, alimentaires. Fibromyalgie, c'est quand même 9 femmes sur 10, on peut se poser la question de toutes les hormones. On peut se poser la question des règlements qui arrivent trop tôt, des femmes qui sont très vite réglées. On peut se poser la question. Enfin, une autre question, c'est l'aseptisation. Est-ce qu'on est confronté à des virus plus tôt? Est-ce que tout le monde va en crèche? Comment est cet écosystème infectieux qui est peut-être moins fort dans certains milieux et peut-être qu'on est moins armé? Entre guillemets, le mixage des populations fait que les viroses et les virus et les pathogènes des pays lointains sont maintenant dans des populations qui n'ont jamais été confrontées. D'accord? Si on a des gens, à l'inverse, qui vont dans d'autres pays et qui vont mieux, on l'entend souvent. Je suis parti vivre à l'autre bout du monde, ma polyarthrite s'est éteinte. Parce que la pression infectieuse, la pression n'était plus là. L'alimentation, le microbiote intestinal, moi, je passe ma semaine à manger une fois chinois, une fois japonais, une fois une pizza, une fois français. En fait, j'incorpore des choses qui ne sont pas habituelles. Le soja, les épices mexicains. En fait, on a un melting pot au niveau environnemental, infectieux et dans l'environnement alimentaire qui est tel qu'il y a des maladies qui sont à révélation plus fréquentes parce qu'il y a ce stress. Ça n'aurait pas tendance à nous protéger plutôt d'avoir cette exposition beaucoup plus large, un spectre plus large de bactéries? Peut-être dans 2 générations. D'accord. Peut-être que là, non. Le brassage, l'influence hormonale, l'influence de l'état de stress permanent, peut-être que là c'est trop fort. Les générations, là, les changements sont trop rapides, trop puissants, et peut-être que ça démontre aussi une inadaptation. D'accord? On a des gens qui sont pris dans un flot, alors on a ceux qui surnagent, on a ceux qui coulent, et on a ceux qui survivent, quoi. Donc, je pense qu'on est dans ce registre-là, et qu'on est dans un
des pathologies qui sont le reflet d'une société qui est trop puissante et qui a mixé trop de choses trop vite, et c'est très bien, hein, mais que cet équilibre va se refaire petit à petit. Donc ces maladies qui sont des vraies maladies, il n'y a rien de folie là-dedans. Hein, vraiment, il faut vraiment dire aux gens, attention, c'est pas dans votre tête, il y a vraiment une pathologie, c'est quelque chose qui est là, et il faut vous aider. Mais c'est là que la médecine intégrative prend tout son sens. C'est là que la précarité alimentaire pour certains, la surexposition alimentaire, la surexposition à des toxiques, X ou Y, hein, c'est pollué, d'accord ? Les gens qui ont, probablement, ça serait intéressant de faire l'étude, mais combien de fibromyalgiques en campagne versus combien de fibromyalgiques en milieu urbain ? Tu vois, on n'a pas ces données. Mais ça se trouve, je cite aucune région, mais une région reculée de France, en pleine montagne, dans un village même de 5000 habitants, si c'est la fréquence d'une fibromyalgie, c'est une personne sur 2000, si dans un village de 5000 habitants en montagne, en haut, à côté du Mont Blanc, sur 10 000 habitants, il n'y a pas une seule fibromyalgie, il y a quelque chose à creuser. Donc le milieu urbain, le stress, la sédentarité, l'exposition alimentaire, l'exposition hormonale, fait que peut-être que c'est cette espèce de cocktail ultra dangereux, t'allumes la mèche et c'est parti. Peut-être que l'influence du nombre de partenaires, peut-être les divorces, peut-être la charge mentale des enfants, peut-être le métro, peut-être l'action métro, boulot, dodo, sauter dans sa voiture, respirer les gaz pollués, enfin. Ouais. Aujourd'hui, du coup, ça veut dire qu'on va chercher très large déjà pour comprendre, parce que ça veut dire que on l'a identifié, mais on ne l'a pas forcément cartographié. Exactement. Ce qui amène le problème du diagnostic. Toi, en tant que rhumato, comment tu diagnostiques le SED et la fibromyalgie, et quelles sont les différences fondamentales aussi entre les deux pathologies qui souvent amènent des confusions? Alors il y a maintenant des critères pour le SED, avec des SED articulaires, polyarticulaires, des SED neuro, des SED digestifs, des SED vasculaires. En fait, ça quand même, il y a un PNDS, donc une sorte de mise à niveau de ce qu'est le syndrome d'Ehlers dans l'os, et de l'avoir un peu démembré et de l'avoir mis avec un set de critères. Bien sûr, les critères sont larges, on est d'accord, mais il y a quand même des choses. La peau fine, il y a le fait d'avoir mal, des entorses à répétition, des bleus, des ecchymoses, des hypermobilités. Hein, on a quand même des critères. Mais un patient hyperlaxe, mais ils ne savent pas se dire ou pas SED. Bien sûr. Et ils ne savent pas si c'est quelque chose qui va évoluer. Voilà, c'est ça l'écueil, c'est encore une fois, c'est ces critères imprécis. Pour la fibromyalgie, on est pareil, hein, c'est des critères imprécis entre des troubles de l'attention, des troubles du sommeil et des symptômes somatiques et des douleurs diffuses. Et dans les symptômes somatiques, il y en a plus d'une quarantaine. Hein. Ça peut être digestif, ça peut être oculaire, etc. Donc c'est sûr que c'est dur. La première chose à faire, c'est vous n'avez pas, et là on fait toute la liste de ce que vous n'avez pas. Parce que c'est important. L'organisme, en tout cas les douleurs de l'appareil locomoteur, c'est un moyen d'expression. Un cancer, ben, ça peut être exprimé par des douleurs, par la fatigue, par la perte de poids. Voilà des signes d'alarme. Donc le but premier, c'est de dire vous n'avez pas ça, 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 ça et ça. Okay. Le deuxième but, c'est vous avez. Et le troisième, c'est quelle est la clé et quelle est la porte d'entrée. Et là-dedans, il y a, on va dire, 4 grandes portes d'entrée. Ces maladies qu'on a écartées, première grosse porte d'entrée, qui sont juste une fibromyalgie ou un SED à titre de signal d'alarme, de quelque chose qui était là et qui attendait qu'on le découvre et qui s'exprime comme ça. La deuxième chose, c'est tout le côté dépression. Je suis triste, ça va pas, aide-moi, tu n'entends pas le signal, t'auras mal aux yeux, t'auras une diplopie, t'auras mal à la tête, t'auras des douleurs digestives, jusqu'à ce que tu comprennes le signal. La troisième chose qu'on oublie mais qui émerge, et on le voit maintenant, et tant mieux que la parole se libère, c'est toute la sphère intime. Un traumatisme dans l'enfance de la sphère intime qui est bloqué, d'accord ? L'émotion passe pas, forcément en mode d'expression digestif, oculaire, poumon, peau et articulaire. Hein, il y a des expressions connues, hein, tu me fais chier, c'est pas, voilà, j'en ai plein le dos, tu m'hérisses le poil, tu me fais pleurer de rire. Bon. La boule au ventre. D'accord, la boule au ventre. D'accord, les expressions, elles sont pas, c'est du bon sens, elles sont pas là par hasard. Donc on voit bien que les barrières avec l'environnement, c'est l'œil, entre l'environnement et l'organisme, c'est l'œil, le digestif, le poumon, la peau et le système articulaire. D'accord ? J'avance pas dans ma vie. Voilà, d'accord ? Mettre un genou à terre, ok ?
C'est des choses, prendre quelqu'un sous son bras, sous son épaule, sous son aile. Voilà. Et quand tu peux pas lever le bras, c'est parce que tu peux peut-être pas aider ton prochain. Ou tu as failli dans ta mission de t'occuper de tes parents. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui font que... Donc, il faut explorer ces sphères. La sphère de dépression, la sphère intime, la sphère de charge mentale, à la famille et au boulot. Quand même, l'explosion des burn-out, c'est pas rien non plus. C'est vraiment des choses très importantes à prendre en compte. Et une fois qu'on explore toutes ces sphères, on a peut-être le premier fil de la pelote qu'on peut tirer. Est-ce que on ferait un pas en avant le jour où on considérera sérieusement l'aspect psychosomatique ? C'est-à-dire le lien entre l'état mental et l'état physique du patient, et qu'on explorera ça comme une piste sérieuse de porte d'entrée de maladie. Qu'est-ce que tu en penses ? Eh ben, tu vois, c'est marrant que tu dises ça, d'abord parce que j'avais envie de te répondre en premier, qu'on prendra au sérieux, non pas l'état psychosomatique ou le lien, mais la personne. Oui. Première chose. Et puis, j'avais envie de te dire, tu vois l'évolution de la médecine avec la séparation de l'Église et de l'État, du corps et de l'esprit. Donc, on a réussi maintenant à faire une médecine âme et corps. Et puis, je pense que maintenant, il ne faut plus séparer le psychique du somatique, que c'est un continuum, dans les deux sens d'ailleurs, un continuum, et qu'il faut tout prendre en charge. Et c'est là, la médecine intégrative prend le grand M et le grand I, quoi. Donc, oui, je suis totalement d'accord avec toi. Je suis totalement d'accord dans le sens où de toute façon, il y a une errance, il y a une souffrance et qu'il faudra y répondre. Et que cette errance et cette souffrance, les gens ils sont de plus en plus nombreux. Ils sont en perte de repères, ils sont exposés à beaucoup de choses. La vie elle est quand même pas si facile que ça pour tout le monde. Et même pour ceux à qui on a donné des belles cartes à jouer, elle est pas si facile. Donc il faut aller chercher, la parole doit se libérer. Les femmes, quand même, on les cède, fibromyalgie, côlon irritable, bizarrement ou pas bizarrement, mais c'est quand même beaucoup plus les femmes. Donc, c'est pas elles sont folles ou elles sont plus sujets à être hystériques, c'est pas du tout ça. C'est elles sont soumises à beaucoup plus de pression chimique et de charge mentale. Donc, c'est plutôt ça. D'accord. Notre société doit évoluer. On va poursuivre sur le sujet de l'alimentation. Vrai ou faux, la goutte est surtout due à une alimentation trop riche et trop chargée en protéines animales? Alors la réponse oui, d'accord. À part quelques exceptions de maladies du transporteur rénal plutôt asiatique-like, la réponse est oui. C'est une maladie environnementale, et une belle maladie environnementale. Obésité, sédentarité et alimentation trop riche en base purique, donc en protéines animales, mais aussi en aliments ultra transformés. Et on l'oublie parfois, tous les aliments riches en fructose qui pour être digérés par l'organisme doit être transformé en glucose, et cette transformation libérant une base purique. Donc soda, même zéro, jus de fruits, et puis les bières, les panachés, les choses où on se dit, rien. L'alcool, qui contient quand même beaucoup de sucre. L'alcool, en plus de ça, le vin blanc, encore plus chargé en sucre. On voit ces vins surupeux comme ça. Et c'est du fructose qui doit, pour être digéré et assimilé par l'organisme, transformé en glucose, donc libération d'acide urique, accumulation et déclenchement d'une goutte. Donc, réponse, un vrai, grand vrai, là c'est entre guillemets notre faute. On le voit d'ailleurs avec ces tableaux de la Renaissance, très intéressants à étudier, puisque pour contrecarrer en fait les bases puriques, on a le droit de prendre des agrumes. Ces agrumes-là sont riches en vitamine C, et la vitamine C va épurer l'acide urique. Alors c'est rigolo mais contradictoire, puisque tu parles de fructose qui déclenche la goutte, mais qui est contrecarrée par les agrumes. Donc les agrumes, ils ont du fructose, d'accord, c'est le concept du mot, d'accord, fruits fructose. Ils ont du fructose, mais certains sont chargés en vitamine C, plus que d'autres. Les agrumes en font partie, c'est vraiment des vitaminants, on le dit, et ça donne du peps de manger une orange, une clémentine, un citron, c'est de la vitamine C en barre, quoi, naturelle et en barre. Et cette vitamine C, c'est un cofacteur essentiel pour éliminer l'acide urique.
Donc quand tu regardes et que tu fais attention et que tu vas dans un musée, que tu t'attardes un peu dans toute la Renaissance, hein, si tu vas dans l'expo et juste cette partie-là, tu regardes sur les grandes tables de banquet, tu vois les faisans, les pintades, tu vois les viandes et la corbeille d'agrumes. Et donc de manger pleine main un gros gibier et après d'aller avaler un citron, ça te protégeait de la goutte. Poularde et le pamplemousse. Ah ouais, c'est d'autant plus vrai que les grands rois, Louis XIV par exemple, avaient dans leur jardin des citronniers. Oui. D'accord ? Parce que le but du jeu, c'était pas le citron, c'était de pas avoir de gouttes. Et donc, ça valait de l'or. D'accord. Donc, avoir un citron, ça valait de l'or. D'accord. Donc, peut-être qu'on pourrait contrebalancer. D'ailleurs, quand tu regardes bien, on n'est plus très agrumes. On n'est plus trop dans l'acidité. On est dans ce qui enveloppe, dans ce qui rassure, on est dans le sucre. Donc, on a oublié ça aussi. On a oublié de manger des agrumes, de manger du citron, d'aller chercher ça. Et finalement, les régimes méditerranéens, ils apportent. Exactement. Et donc, tu vois qu'ils sont protecteurs pour plein d'items, dont ça, un peu caché. Et puis finalement, quand on regarde la culture aussi un peu asiatique, c'est l'équilibre des saveurs entre le gras et l'acide. Finalement, on est un petit peu là-dedans aussi. C'est ça. Hein. La viande riche et puis le citron. C'est exactement ça. Mais je pense que le mâle européen, le mâle MAL, hein, pas l'homme, mais le mâle du siècle, le mâle européen, c'est l'excès. C'est des équilibres que l'on crée et qu'on a oubliés. Et puis, peut-être cette inaccessibilité, cette précarité alimentaire, tu vois. Quand tu vois un kilo de citron, combien ça coûte, peut-être qu'un étudiant, il va préférer une malbouffe qu'un jus de citron. Oui, mais il va trouver des jus de fruits industriels avec de la vitamine C. C'est ça. Ou des compléments alimentaires. Tu vois. Et c'est bizarre, en fait, d'aller chercher, de dénaturer un produit pour le prendre pour ses bienfaits, alors qu'il existe sous sa forme la plus naturelle possible. Hein. Donc, c'est clairement une maladie de l'alimentation. C'est clairement une maladie dans laquelle on a une action. Moins manger, mieux manger. Quand même, c'est pas chimique, hein. Ça vaut 0 € entre guillemets, de moins manger et mieux manger, et dans lequel on est capable d'influencer le résultat. C'est une pathologie qui a tendance à diminuer, à rester constante? Non, malheureusement, c'est une pathologie environnementale-like, avec une grosse influence dans l'environnement, et donc oui, c'est une pathologie qui monte en puissance. Pour deux raisons. Chez les jeunes, c'est les phénomènes de consommation d'alcool beaucoup plus forts, beaucoup plus vite, qu'on n'avait pas avant, de boire 1, 2, 3 pintes, ce qui est beaucoup quand même, hein, d'accord ? Ça fait des litres presque de bière qui sont consommés, les happy hours et tout ce que tu veux, ces phénomènes comme ça, très vite, très fort, que le jeudi, que le vendredi ou que le samedi, et puis plus rien la semaine, des gros shoots que l'organisme ne peut pas encaisser. Et puis l'autre chose, c'est cette alimentation déstructurée, cette alimentation facile, rapide, on va dire sous cellophane. Mais comment tu veux aussi lutter, on peut comprendre à 4 € que tu ailles chercher ça, quoi. Donc, mais on a oublié, et puis on a oublié des choses simples, on a oublié de cuisiner aussi, parce qu'on en revient tout à l'heure, 3 enfants, femme seule qui rentre à 20h, tu fais pas 1h30 de cuisson. C'est dommage en fait, et c'est un cercle un peu vicieux, parce que ceux qui ont la capacité d'acheter peut-être travaillent avec moins ou ont plus d'argent et peuvent cuisiner, et ceux qui auraient besoin parce qu'ils ont déjà la charge mentale, ils cumulent le fait de la malbouffe et ils rentrent dans ce cercle infernal. La fameuse double peine. Fameuse double peine. Mais en tout cas, pour répondre à la question, si on était très franc et très net, la réponse est oui. Ok, très bien. Alors, prochaine question, info intox. Les rhumatismes articulaires sont liés au froid, à la météo et à la pression atmosphérique. Ouais, alors, c'est là encore un vrai faux. Et c'est assez simple, rhumatisme articulaire inflammatoire, on en a parlé tout à l'heure, polyarthrite rhumatoïde, connectivite au sens large, spondylarthrite, ça c'est pas lié au froid. Rien à voir. D'accord ? C'est une maladie, il y a parfois des auto-anticorps, il y a une inflammation, il y a une agression. Cette agression, elle est intrinsèque à la personne et il y a des traitements pour réguler ça. Et le froid, non. De l'autre côté, les rhumatismes articulaires mécaniques, alors là oui. On a dans tous nos systèmes articulaires,
en particulier dans ceux qui nous portent, cheville, genou, hanche, on a, et rachis bien entendu, on a ce qu'on appelle des barorécepteurs. C'est des récepteurs baro à la pression, des récepteurs qui nous permettent de dire tu es debout, tu es en train de sauter, tu es assis, tu es couché. Barorécepteurs qui sont capables, selon les positions, d'être plus ou moins externalisés, c'est-à-dire qu'il y en a de plus ou moins de manière importante à la surface articulaire pour donner un signal. Donc, ces barorécepteurs vont te dire, bah là tu vois, je pense que tu es en train de descendre le trottoir, ou là tu montes l'escalier, ou là tu tentes un saut de haie. Et donc on informe l'articulation, et donc le cerveau de elle est en l'air, elle est debout, elle est couchée, la pression n'est pas la même. Pression qui est donc sujette à l'information qu'on lui donne. Dans l'espace, plus de pression, les barorécepteurs rentrent tous, tu arrives sur Terre, il te manque les muscles, il te manque les barorécepteurs, tu peux plus marcher, tu tombes. Donc les astronautes, quand ils rentrent sur Terre, ils rentrent parce qu'ils n'ont plus les muscles et ils n'ont pas l'info qu'ils sont sur Terre, puisqu'il manque les barorécepteurs. Et si tu prends ça et que tu comprends ce que je viens de dire, barorécepteurs, donc la pression barométrique, donc la pression atmosphérique, selon la pression atmosphérique, tu as une détection de tes articulations. C'est aussi fin que ça? C'est aussi fin que ça parce que plus une articulation est endommagée, plus les barorécepteurs sont externalisés. Donc, c'est les genoux. La gonarthrose, l'arthrose du genou symptomatique, c'est celle qui est le plus fréquente. D'accord ? Après, vient l'arthrose de hanche, qu'on connaît tous, et l'arthrose du pouce. Et puis l'arthrose du dos. Mais d'autres arthroses sont rares. Le coude, c'est très très rare. Le gros orteil, c'est fréquent. Mais les autres orteils, c'est moins fréquent. Donc, ces barorécepteurs sont là dans les articulations les plus endommagées et sont sensibles à la pression, plus ils sont externalisés, plus tu en as à la surface. Si moi j'ai aucun dégât sur mon genou, je m'en fous. Sauf quand c'est très humide, là je vais dire attends, je comprends pas, ça me fait quand même mal, j'ai quand même mal. Mais ceux qui sont avec des genoux cailleux, et je pense par exemple à un paysan, admettons, qui a travaillé la terre, qui a des genoux dans tous les sens, qui n'a jamais consulté, qui travaille parce que lui, il doit avancer et ça doit être fait, le champ il doit être fait, tout doit être semé, c'est comme ça. Et dur au mal, comme on dit. Et bien lui, il va même pouvoir, et ça c'est prouvé, te prédire 24 heures avant qu'un orage arrive. Parce qu'il sent la dépression atmosphérique. Parce qu'il sent la dépression atmosphérique qui va arriver. D'accord, donc c'est pas une légende. Ça... C'est pas du tout une légende, c'est même expliqué anatomiquement, physiopathologiquement. Grosso modo, c'est assez simple. Dans les articulations les plus touchées, donc les genoux, on a des barorécepteurs externalisés au taquet, on les a tous sortis. Et on est capable de dire cette pression atmosphérique joue comme la pression d'être debout et d'être assis, d'être en l'air. Ça veut dire quoi? Ils sont sortis? Ça veut dire qu'on est capable, et la cellule a ce pouvoir-là, de dire je me mets en mode danger ou je me mets en mode calme. Et les récepteurs, on peut les internaliser, c'est-à-dire les rentrer dans nos cellules et pas les mettre à la surface, donc le signal n'arrive pas, ou on peut les mettre externalisés, les mettre dehors et dire ok, donnez-moi l'info, je suis prêt à les accueillir. On pourrait dire œil fermé, œil ouvert, je vois pas. Et ça, c'est valable pour tout. Très bien. Et donc on a par exemple l'explication que certains traitements ne fonctionnent pas parce que les récepteurs pour ces traitements sont tous fermés. Donc il faudrait ouvrir d'abord les récepteurs avant de... Ou dire, ils y sont pas. Réponse qu'on peut faire et qui se voit très bien. Quand tu regardes maintenant les comptes rendus de cancérologie, c'est pas tumeur point, c'est tumeur N plus D plus RC, machin. Et en fait, ils te disent, ce récepteur-là, il est là, celui-là, il est pas là, celui-là, il est plus, celui-là, il est moins, celui-là, il est 4 fois plus. Et donc, on va prendre cette chimio. Donc, c'est parce qu'on cartographie de mieux en mieux. Mais pour l'arthrose, c'est les barorécepteurs simples. Donc les barorécepteurs sur les articulations souvent atteintes, donc les genoux, sont externalisés et sont sensibles à n'importe quelle pression, dont la pression atmosphérique. Pas du tout une légende. Les hernies discales donnent toujours des douleurs irradiantes. Ouais, réponse faux. Ça c'est faux. Voilà, on va le redire, ça. Oui, on va le redire. Il faut complètement casser une idée reçue, une fausse croyance pour le coup, qui est le reflet du pouvoir de l'image. D'accord ? J'ai mal au dos, j'ai une image, l'image me dit c'est pas bien, j'ai validé entre mon hypothèse de départ et l'image d'arrivée, quoi. Et ça c'est comme notre ami américain, fake news, d'accord? C'est vraiment une fake news. Pourquoi? Parce que déjà 20% de la population française a une hernie
Et asymptomatique, ça veut dire sans aucune douleur, ni dans le dos, ni dans la jambe. Et là, tu parles de 20% de la population en général. Parce qu'on avait fait des IRM sur les personnes de plus de 40 ans, je crois, ou plus de 50 ans. Là, les chiffres deviennent astronomiques. Bien sûr. Et c'est d'autant plus vrai qu'on pourrait faire le parallèle avec le ménisque médial du genou, le ménisque interne. D'accord ? 95% des gens de plus de 50 ans ont une lésion du ménisque. Tout le monde ne se plaint pas du genou. Donc, non, le pouvoir des images, c'est non, toujours corrélé à la clinique et à l'interrogatoire. Ça, c'est... Voilà pourquoi on dit d'ailleurs, il faut une concordance clinique-imagerie dans le rachis. Et qu'il y a une totale discordance entre l'imagerie du genou et la clinique. Et je rajouterais, d'où la nécessité aussi de maîtriser la clinique pour qu'elle vienne en amont de l'imagerie et que l'imagerie doit être là pour confirmer la clinique. Parce que si j'ai mal au genou, mais je fais aucun examen clinique et que je fais un IRM et c'est normal, regardez vos ménisques. Et finalement, mauvais diagnostic, on a la même chose au niveau du rachis. Mais la puissance de l'image est dure à contrer. Même si le diagnostic clinique dit non, l'hernie n'est pas parlante, écrit noir sur blanc, j'ai une hernie, c'est dur à combattre. Et même mon hernie a disparu, mon hernie est revenue, j'ai une deuxième hernie. Bon, c'est compliqué. Ça, j'avoue que c'est très compliqué pour un novice, un profane comme ça, de comprendre qu'il n'y a pas de corrélation parce que il n'y a pas de lien parfois. C'est compliqué. C'est impressionnant aussi. Mais il faut prendre le temps, et c'est ce qu'on appelle, on disait, donner la place au patient. Il faut prendre le temps de l'éducation thérapeutique. Et pourquoi ? Parce qu'une hernie, elle peut être centrale. Quand elle est centrale, les deux racines qui partent dans les jambes étant de côté, elle n'a pas de raison d'irriter la racine. Elle va en plein centre, elle a la place de s'exprimer. Aucun problème. L'hernie, après, elle peut être paramédiane, donc pas pile médiane au centre, mais sur le côté. Pareil, elle frôle la racine, mais elle ne le gêne pas. Et puis, elle peut être ce qu'on appelle foraminale. Foraminale, c'est un goulot d'étranglement et venir coincer la racine. Et c'est d'autant plus vrai qu'on peut avoir des toutes petites hernies très mal placées, très douloureuses, et des énormes hernies plein centre, pleine bille, et qui ne gênent pas du tout. Donc, attention à ça. Et moi, je dirais que ce pouvoir de l'image va disparaître le jour où l'IA va dire « Vous avez une hernie, cette hernie est placée là, elle ne peut pas être responsable. » On écrira ça. On a besoin d'une IA pour avoir ça ? Ou simplement de professionnels un peu mieux formés ? En fait, c'est pas tant ça, c'est pouvoir non pas se former, mais se mouiller. Et on a peur maintenant. On a peur de prendre la responsabilité de dire « c'est pas ça ». Avec l'idée première que les cadences, les rendements font que ceux qui font les imageries ne voient pas toujours tous les patients et donc ne peuvent pas, et je rejoins ton propos tout à l'heure qui est totalement vrai, ne peuvent pas faire corréler la clinique et l'imagerie. Et donc il se fie au prescripteur qui lui va dire il a mal à la jambe, il doit avoir une hernie, merci de trouver. Celui qui est en bout de chaîne, il n'a qu'une ligne d'information. Donc l'IA va dire moi j'ai les données du clinicien qui l'a vu, je viens de faire l'IRM, je viens de croiser les infos. Peut-être que c'est à un juge de paix d'avoir les deux, peut-être un rhumatologue qui doit faire la synthèse et qui dit écoutez, moi j'ai vu avec tous mes collègues, on s'est tous réunis entre guillemets, c'est non, c'est oui, c'est non. Et je répète, petite hernie pouvant être symptomatique, énorme hernie pouvant être asymptomatique, et donc toutes les hernies ne sont pas source de douleur. Donc là, moi c'est carré et c'est un grand oui, c'est comme ça, elles ne sont pas toutes, et leur taille, peu importe. Finalement, il faudrait mieux répondre elle est bien placée, elle est mal placée. Exactement. Elle est comment est-ce qu'elle est conflictuelle, oui ou non. Ouais. Et on va dire la même chose pour l'arthrose aussi. Et on va dire la même chose. Moi, j'ai eu des patients sur la radio, l'arthrose, mais elle était incroyable. Ouais, bon, ça va. Et au contraire, des radios où il fallait chercher vraiment les signes d'arthrose et la personne se plaignait très fort, mais elle était mal placée. Bien sûr. Et il y a aussi le fait, et c'est pareil avec un substrat anatomique et une explication physiopathologique qui est nette, on parlait des barorécepteurs externalisés ou internalisés, c'est-à-dire à l'extérieur et donc pouvant accueillir le signal ou à l'intérieur ne pouvant le recevoir. On a la même chose avec ce qu'on appelle les nocicepteurs, récepteurs à la douleur. D'accord ? Si le mec ou la nana a une arthrose terrible, mais les nocicepteurs, ils sont tous à l'intérieur, il n'y a aucune douleur. Et des gens qui ont des radios normales avec tous les nocicepteurs au plafond, en fait, il a mal. C'est là qu'on rejoint
tout ce dont on a parlé avant, hein. Les gens qui sont durs au mal, les facteurs extrinsèques, voilà. On peut tout imaginer, mais le corps humain, l'appareil locomoteur bien sûr, mais le corps humain au sens large, c'est une machinerie tellement fine qu'on ne comprend même pas comment elle peut exister à ce niveau de perfection, mais elle est là, et tant mieux pour nous. Mais c'est une machine, et je dirais même que c'est anormal d'être en bonne santé. Vu tous les paramètres qu'il faut que tout soit bien, c'est exceptionnel de se dire en bonne santé. On devrait tous être malades de quelque chose. Hein. Donc, bon... Attention, Dr Knock. C'est ça, j'allais dire, tu m'as volé ma référence, mais c'est presque ça, en fait. Hein. Tu te dis, et c'est quand même incroyable, ne serait-ce que, par exemple, pour un mouvement, tu vois, quand tu regardes que les robots ne peuvent pas ouvrir une porte parce que c'est compliqué en termes de mouvement, alors que nous, on n'en a rien à cirer de tourner la main, mais la gestuelle, l'arrêt, la précision, le tact, la finesse qu'il faut, mais c'est en tout cas robuste. Quand tu regardes par exemple l'anatomie d'une cheville et que tu vois ce dôme astragalien qui est compliqué à faire, hein, je ne crois pas qu'une ingénierie arrive à refaire ce système incroyable de pouvoir épouser n'importe quelle forme du terrain sans se poser de questions. Et que ça te porte 95% du poids du corps pendant 80 ans, quoi. Ouais. Ou par exemple, moi j'ai un exemple qui m'a toujours fasciné, c'est que quand tu fais un saut, la dernière impulsion où tu quittes le sol, c'est quand même uniquement sur le gros orteil. Tout ton poids plus le saut. Donc l'impact et l'impulsion sont faits sur le gros orteil. Et donc sur deux petits os qu'on appelle les sésamoïdes, qui ne cassent que très rarement. Et toi tu te dis, mais comment est constitué cet os pour pouvoir dire tu peux sauter, il n'y a aucun problème. Tu vois, c'est assez magique. C'est d'autant plus magique que ces os, quand tu fais une crémation, c'est les derniers à brûler. Et donc, c'était ceux que les pharaons emportaient dans le pendentif parce qu'ils pensaient que c'était l'âme se situait là. Dans les sésamoïdes ? Dans les sésamoïdes. Tu te rends compte ? Parce que c'est les os les plus solides de l'organisme, parce que c'est le moment du saut. Donc, on rejoint la symbolique du saut vers l'au-delà. Et donc, ils se sont dit, c'est là. Et donc, quand tu regardes les grands pharaons, le petit sachet, les deux os qui sont dedans, c'est les sésamoïdes. Ah ouais. C'est eux qui renferment l'âme. Incroyable. Incroyable, hein ? Ah ouais. La magie de la rhumato, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Avant-dernière affirmation, info ou intox, la PRP est mieux que l'acide hyaluronique. Je te réponds en vrai, comme ça, cash, c'est une intox. Voilà, il faut être clair, c'est pas possible de raisonner comme ça. Hein. On retombe dans un écueil de hiérarchisation en disant c'est mieux, c'est pas bien, c'est moins bien. Ça faut abandonner cette affaire. Il faut de la stratégie multimodale. Ça convient mieux à cette personne, l'un ou l'autre, voire même. Et ça, c'est les études qui sont quand même assez carrées. On parlait de l'évidence-based medicine tout à l'heure. Là, on a des données un peu plus solides de la science en disant que l'association des deux fait mieux que l'un ou que l'autre pris isolément. Donc, moi, je m'explique de la façon suivante. Il faut déjà comprendre de quoi on parle. L'acide hyaluronique, c'est des chaînes de protéoglycanes qui sont en fait des chaînes, des maillons de sucre complexe qui viennent dans le cartilage retenir les molécules d'eau. Plus ces chaînes sont importantes, plus le maillage est puissant, plus les molécules d'eau sont arrêtées. Comme un barrage, plus il est serré, plus il est fin, plus l'eau s'arrête, plus l'eau monte, et plus en fait le cartilage est hydraté. Et un cartilage hydraté, c'est-à-dire qui devient translucide, qui devient brillant, beau, et ce cartilage-là, il permet d'avoir des forces de glissement quasi nulles et des forces de cisaillement dans lesquelles il y a une résistance majeure. Donc, un cartilage en bonne santé, c'est un cartilage dont les forces de glissement sont quasi nulles et les forces de cisaillement super fortes. Et c'est un cartilage qui est hydraté, et donc c'est un cartilage qui contient beaucoup de maillage d'acide hyaluronique. Voilà le schéma. Et le schéma suivant, c'est de dire que plus un cartilage est sain, plus l'articulation en retour est saine. Donc, on a pris le parti de dire c'est le cartilage qui se dégrade, qui donne le signal à toute l'articulation de se dégrader. Donc, si on répare le cartilage, on répare l'articulation. Et comment on répare le cartilage ? En l'hydratant. Et comment on l'hydrate ? Avec des chaînes de protéoglycanes qu'on appelle acide hyaluronique, qu'on en a dans le corps, mais on ne sait pas beaucoup en fabriquer, donc on va l'apporter de l'extérieur. Et au lieu de le mettre en médicament et que ça passe et que ça arrive péniblement jusqu'à l'articulation, autant le mettre in situ. Et on a plus ou moins des grosses chaînes qui vont en surface et en profondeur. Plus c'est gros, plus c'est profond, plus c'est léger, plus c'est en surface. Et donc c'est pour ça que l'acide hyaluronique a des poids moléculaires différents.
d'accord? Mais c'est un concept. Donc il faut imaginer que le cartilage est un mur ou un bâtiment et que pour le construire, il faut des briques. Et ces briques, c'est l'acide hyaluronique. Et puis de l'autre côté, tu as le PRP. Le PRP, c'est des plaquettes. Et les plaquettes, c'est ce qui nous sert à cicatriser. Quand on se coupe, on arrête de saigner, on fait une croûte, on fait une cicatrice et c'est tout propre. Ça marche comment? Ça module les signaux inflammatoires et puis ça recrute des cellules qui sont les fibroblastes, qui sont notre tissu conjonctif, sont quand même la population cellulaire la plus importante de l'organisme. Et ces fibroblastes, ces tissus conjonctifs vont réparer. Donc on met le PRP, on fait appel à des précurseurs et on répare tout ça. Et donc là, c'est pas des briques, c'est le promoteur immobilier qui fait l'immeuble. C'est le maçon qui fait le mur. Et donc, on peut imaginer le concept suivant. La personne a de l'arthrose. Qu'est-ce qu'elle a? Est-ce qu'elle n'a pas assez de briques pour construire le mur? Ou est-ce qu'elle n'a plus le promoteur pour faire l'immeuble? Si demain, tu mets le promoteur, il arrive sur le chantier, il n'y a pas une brique, les ouvriers, ils font rien. Si demain, tu amènes des briques, personne ne sait quoi faire avec ces briques, ça reste dans un tas et on ne sait pas quoi faire. Donc, tu vois, de dire quel est le mieux, c'est faux. Parce que c'est la situation qui fait que tu choisis. Alors, on comprend aisément aussi que si tu mets un promoteur, des briques, tout se passe bien. Parce que les ouvriers sont là, il y a quelqu'un qui leur dit de faire ça et ils ont la matière première pour le faire. Donc, l'association des deux, c'est top. Et l'idée première, c'est qu'on n'a pas malheureusement de connaissances assez fines pour dire d'abord mettre les briques, d'abord mettre le promoteur, ou ce mec-là, il faut mettre plein de promoteurs parce qu'il n'y a plus personne qui est là pour diriger le chantier, ou, bah attends, ils sont tous là à se croiser les doigts parce qu'ils attendent la livraison de briques qui n'est toujours pas là, quoi. Et donc, l'idée première, c'est d'essayer de comprendre ce dont le malade a besoin. Un œdème osseux, une inflammation importante, une articulation dont on sent qu'elle est en souffrance, il vaut mieux un promoteur pour calmer le jeu. Pour dire, oh, attends, là, ils sont en train de faire n'importe quoi. Mais quelqu'un qui a mal au genou et qui finalement n'a pas beaucoup d'épanchement, qui va bien, qui fait ça, bah, peut-être qu'il nous manque un peu de briques pour combler les trous. Donc, tu vois, de dire Visco, PRP, fighting en 3 rounds ou octogone et qui gagne, c'est faux. C'est vraiment dire ce dont le patient a besoin, de quoi a-t-il besoin, l'un ou l'autre, lequel, les deux, dans quel sens, c'est ça le futur. Qui, pourquoi. Qui, pourquoi. Ouais. Et là, tu as exposé vraiment, on va dire, les caractéristiques moléculaires de chaque substance, mais il y a aussi la viscosité qui peut intervenir. Il y a aussi le moment, alors plutôt dans les tendinopathies par exemple, avec l'aiguille, qui va aussi avoir un rôle des fois un peu de peignage. Donc il n'y a pas que l'aspect non plus moléculaire, mais il y a aussi tout ce qui va entourer ces infiltrations. Oui, alors tu as totalement raison. Pour la viscosupplémentation qu'on met beaucoup plus en articulaire qu'en tendineux, mais ça peut arriver, on a une quinzaine d'argumentaires, de caractéristiques produits, viscosité, poids moléculaire, est-ce qu'on a fusionné avec un glycol, est-ce qu'on a mis de la chondroïtine, est-ce qu'on a mis du bas poids, du haut poids, est-ce qu'on a fusionné en hybride. On a beaucoup de façons. Les devices, les dispositifs, il y en a 43 disponibles sur le marché. Et là, on a beaucoup de possibilités. C'est un casse-tête et il n'y a aucune étude qui compare face-face, donc qui compare 2 molécules entre elles. Donc on ne sait pas trop, mais on peut imaginer que certaines sont mieux pour des profils. Et là, tu as totalement raison. Et puis, dans le tendon, et là, c'est un grand oui. Là, il n'y a pas d'intox là-dedans. L'action de l'aiguille, sans aucun traitement, est ultra efficace. Le tendon, sa pathologie, si on voulait résumer en quelques instants, c'est un traumatisme, une tentative de guérison, un échec et un tendon qui devient amorphe. Et là, on parle de tendinopathie chronique. Donc, il se fait mal, il tente de guérir, il arrive, il repart du côté « je vais bien » et c'est fini. Il essaye, ça rate, il devient amorphe, c'est-à-dire raté et inconscient, et donc tu ne peux plus le réanimer, et il reste comme ça et tu as mal tout le temps. Et le peignage, bah c'est la décharge, la châtaigne, qui fait qu'il se réveille, et qui retente de repartir comme un saumon qui remonte la rivière, là, il relance le processus. Donc je dirais même, si je voulais être un peu provocateur, un bon needling sans rien, ça peut être beaucoup plus puissant qu'une injection de PRP. Un PRP sans needling, c'est peut-être même une aberration. D'accord ? Et que cribler le tendon,
lui dire réveille-toi et lui apporter le promoteur pour lui dire bah réveille-toi et voilà comment faut faire parce que je t'envoie le professionnel qui est capable de te refaire l'immeuble, c'est le top du top. Mais tu as raison. Si tu fais rien, rien ne se passe. Et je dirais même plus loin, un geste au sens large, pris isolément, zéro. Parce que si tu veux le reconstruire, le promoteur, le needling, tu as réveillé tout le monde, tu as mis tout le monde en action et qu'il n'y a pas le kiné, qu'il n'y a pas la bonne orthèse, qu'il n'y a pas l'arrêt de la gestuelle qui est mauvaise pour le sport ou pour le maçon, ce que tu veux, bah, tu retombes. Comme un soufflé, quoi. On rappelle à toute fin utile que l'inflammation est bonne. On rappelle. Les mecs qui se bourrent d'anti-inflammatoires dès qu'ils ont une tendinite. Bon, c'est bien, on peut faire une aparté 20 secondes parce que moi je suis d'accord avec toi. En fait, c'est dommage. Un processus naturel que l'on a de défense pour nous aider est cassé par une chimie qui est pensée pour pas avoir mal. Donc un anti-inflammatoire n'est pas un antidouleur, d'accord? Et que quand tu as mal, tu as le droit de prendre un antidouleur. Moi je comprends le concept de pas avoir mal, mais de prendre un anti-inflammatoire uniquement pour son caractère antidouleur, c'est stupide. Ah, tu prends un antidouleur. L'anti-inflammatoire, il va être antalgique, antidouleur, et il va casser l'inflammation qui, elle, est bénéfique pour apporter via les vaisseaux des nutriments et autres cellules pour guérir. Donc, moi, je te rejoins. C'est une aberration de donner un anti-inflammatoire. Ça n'a pas de sens dans un processus qui tente par lui-même de guérir et à qui tu mets un coup de massue en lui disant « je ne veux pas que tu guérisses, mais en même temps, j'aimerais bien que tu guérisses ». Deux infos contradictoires. Là, pour le coup, c'est un petit peu dommage. Et le PRP n'est rien d'autre et l'injection avec l'aiguille qui est agressive n'est rien d'autre que de l'inflammation pure pour pouvoir guérir, quoi. Eh ben écoute, merci beaucoup, vraiment. Je pense que ça a été ultra intéressant, déjà pour moi, pour tous ceux qui vont regarder aussi. Plaisir partagé. Vraiment, c'est vraiment chouette de retrouver un petit peu la rhumatologie au premier plan et pas au service de... voilà. Et pour conclure, peut-être, quelle est ta vision sur l'évolution du métier de rhumatologue dans les années qui viennent, avec l'évolution justement des diagnostics, de la génomie, l'évolution de l'intelligence artificielle aussi. Comment tu vois l'évolution de ton métier? Ouais, c'est une bonne question parce que aucun métier n'est épargné par l'IA qui arrive. Est-ce qu'on va subsister? En tout cas, première chose, ce dont je peux être sûr, c'est que les médecins qui utilisent l'IA remplaceront les médecins qui ne l'utilisent pas. Ça, c'est sûr. Et donc, c'est un outil qu'on ne doit pas délaisser, qu'on doit s'approprier et qu'on doit mettre au service d'eux. Ça, c'est le premier point. Et puis, le métier doit évoluer. Alors, il y a deux branches qu'on peut suivre. La première branche, ça sera de se surspécialiser dans un seul petit domaine et de bien le dire aux gens. Ce rhumatologue fait que du PRP, ce rhumatologue fait que de l'ostéoporose, ce rhumatologue fait que du rachis. Et comme ça, les gens n'arriveront pas chez celui qui fait que du rachis pour dire « excusez-moi, j'ai une ostéoporose, qu'est-ce qu'on fait ?» Parce que maintenant, on a déjà cette spécialisation et on n'a pas la cartographie. Et donc, les patients, ils attendent 5 mois, 6 mois pour se retrouver face à quelqu'un qui ne sait pas faire. Donc, peut-être que la première évolution, c'est savoir là où on est fort et de l'écrire et de dire aux gens « attention, si vous allez là, c'est ça qu'il faut faire. » Mais on l'a déjà en neuro, en cardio. Tu vas voir un spécialiste pour un stent, un spécialiste pour rythmo que pour le CG. En neurologue, par exemple, on voit bien qu'il y a des gens qui font que du Parkinson, que de la maladie d'Alzheimer, que de l'épileptologie, d'accord? Et donc, forcément, quand tu vois marqué épileptologue, tu ne vas pas le voir pour une maladie d'Alzheimer. Donc, la neurologie, c'est déjà structuré comme ça, et je pense que la rhumatologie devrait se structurer comme ça. Et l'autre chose, c'est de devenir, et ça rejoint un peu notre discussion, des médecins de prédiction. De dire, voilà, nous, on a la vue d'ensemble, l'IA nous aide, la biologie nous aide, l'imagerie nous aide, le sens clinique qu'on a développé, l'art médical qu'on a développé nous aide, notre interrogatoire nous aide, nous faisons une synthèse et nous vous donnons une prédiction. Et le dernier volet du rhumatologue, c'est celui de la discussion. Ce qu'on disait, j'ai la science avec moi, j'ai mon expérience, mais j'ai votre souhait. On va discuter, on va choisir une décision qui sera plus paternaliste descendante, mais plutôt contractuelle, en disant, voilà, écoute, un pas vers toi, un pas vers moi, et au milieu, il y a la bonne décision. Donc, structurellement, et l'évolution de mon métier en 3 phases, l'IA doit être dans nos quotidiens.
la rejeter, c'est comme pas avoir de smartphone aujourd'hui, c'est aberrant, d'accord? On doit incorporer cet outil et le mettre au service. Deuxièmement, on doit mieux s'identifier en tant que médecin pour dire je sais faire, je sais pas faire. J'ai pas honte de le dire. N'attendez pas de venir me voir si vous avez la pathologie que je sais faire et n'allez pas me voir si vous avez une pathologie que je ne connais pas. Par exemple, personnellement, je ne maîtrise pas la rhumatopédiatrie. Ce n'est pas la peine qu'un enfant attende 5 mois pour un avis rhumato alors que je fais que des adultes. D'accord ? Il faut savoir dire ça. Et enfin, dernier item, il faut changer un peu la donne en incorporant dans notre pratique une prédiction, une vision, en ayant une synthèse et un dialogue avec le patient pour pouvoir lui dire « Écoute, je te connais bien, on a une relation de confiance, on a un score qui est là, qui est un score impersonnel. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait tous les deux? Comment on avance ensemble? Moi, je peux t'épauler, mais c'est toi le patron, c'est toi qui décides à la fin. Qu'est-ce qu'on fait ?» Voilà. Super. Je rappelle que tu es situé à Strasbourg. Exact. À Schiltigheim. Exact. Avec ton centre, redis le nom. Donc le centre CEMIS à Schiltigheim, un centre de médecine intégrative et un deuxième cabinet plein centre-ville qui lui est dédié à la consultation. Avec 9 disciplines différentes. 9 disciplines différentes dans le centre et puis peut-être plus à l'avenir. Merci beaucoup, Étienne. Bah de rien. Merci pour tout. De rien. À très vite. Et puis vous pouvez retrouver aussi Étienne sur LinkedIn. Exact. Parce que tu fais régulièrement des posts qui sont tous les lundis très intéressants. à midi. Génial. Voilà. Super. N'hésitez pas à liker et puis à vous abonner à la page. Génial. Merci beaucoup. Je t'en prie. Salut.